Accident au salon du Bourget, un MiG-29 soviétique s'écrase à côté de la piste. Il n'y a heureusement aucune victime. Li Peng réapparaît en Chine. Le Premier ministre exhorte les militaires à la télévision. Apparemment, il n'a pas convaincu. En Iran, Razvanjani candidat au présidentiel. Et un document exclusif dans ce journal, l'équipe d'Antenne 2 dans la maison de l'imam Khomeini. Elisabeth Koncz-Boutboul, inculpée et écrouée, un personnage mystérieux qui réapparaît brusquement sous les projecteurs de l'actualité. Tennis, la finale femme à Roland-Garros, ce sera Steffi Graf, la voici, contre Arantxa Sanchez, c'est elle. Bonsoir. Un nouvel accident d'avion dans un meeting aérien. Cette fois, ça s'est passé au Bourget. C'est un MiG-29 soviétique qui s'est écrasé tout à l'heure, en milieu d'après-midi. Heureusement, il n'y a aucune victime, pas même le pilote qui est sorti vivant de ce terrible accident. C'est vrai que ce genre d'accident fait toujours frémir. On se souvient de l'explosion du Tupolev au-dessus du Bourget il y a quelques années, et surtout l'année dernière, l'accident de la patrouille de démonstration italienne en Allemagne qui a fait de nombreuses victimes. Patrick Esther et Philippe Dumail ont filmé l'accident du MiG-29 au Bourget. Regardez. L'instant décisif, 15h38 dans le ciel du Bourget, le pilote soviétique Anatoly Grotchov comprend que son MiG-29 n'a plus de puissance. Le MiG-29 représente le tout haut de gamme de la chasse soviétique. Ce biréacteur ultra puissant avait décollé 4 minutes auparavant pour réaliser une impressionnante démonstration devant des acheteurs potentiels. Des figures audacieuses à 230 mètres d'altitude. L'avion était cabré à 30 degrés et le pilote devait effectuer une ressource à la verticale en tirant toute la puissance. Mais l'un des réacteurs émet une flamme, explosion. Anatoly Grotchov va alors éjecter la verrière, puis déclencher le siège éjectable et enfin ouvrir en partie son parachute à 20 mètres du sol. Les secours arrivent en quelques secondes. Le siège éjectable d'un nouveau modèle qui peut se déclencher jusqu'au niveau du sol a sauvé la vie au pilote. À l'hôpital Bégin de Vincennes, les équipes médicales signalent qu'Anatoly Grotchov, que l'on voit sur ces images récentes, était conscient, mais souffrait d'un grave traumatisme. Au stand soviétique, les mécaniciens, eux, étaient atterrés. Ils préparaient le décollage d'un second MiG, mais bien sûr, l'ensemble des vols était suspendu pour l'après-midi. Ils reprendront demain. L'avion s'est écrasé sur le bord de la piste, mais survolait les chalets du public 8 secondes auparavant. Au Bourget, les conditions de démonstration sont très strictes. L'avion ne peut évoluer en dessous de 150 mètres, mais il est vrai que ces 150 mètres sont très vite franchis. 80 machines vont évoluer au Bourget les jours à venir et il n'est bien sûr pas possible de stopper ou de supprimer ces démonstrations. Comme ça ne s'est pas passé pendant de manœuvres dangereuses, je crois qu'on continue comme normalement. Il n'y a pas de problème. En revanche, il est probable que les avions soviétiques, eux, ne voleront plus que pour repartir. L'Iran maintenant avec un document exclusif Antenne 2. Alors sachez d'abord qu'à Téhéran, le calme est un petit peu revenu après 3 jours de folie en hommage à l'ayatollah Khomeini qui est mort le week-end dernier. Ce matin, le président du Parlement, M. Razvanjani, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'août prochain. Et il a dit que l'Iran était prêt à aider à la libération des otages américains au Liban. Mais je vous propose maintenant de voir un document exceptionnel. Notre envoyé spécial à Téhéran, Patricia Coste, a pu se rendre dans la maison où a vécu l'imam Khomeini au cours de ces dernières années. Elle a rencontré ses proches. C'est la première fois qu'une caméra a pu filmer ces images étonnantes. Voici le reportage de Patricia. Pénétrer dans ce que fut l'intimité de l'imam Khomeini, c'est-à-dire dans son jardin, dans sa maison, dans sa famille, est uniquement réservé aux femmes. Filles ou sœurs d'hommes tombés à la guerre, celles-ci ont eu le rare privilège de se réunir dans cet endroit habituellement réservé aux tout proches. Elles sont venues tenir compagnie à la veuve, aux filles et aux petites filles de l'imam Khomeini. Celles-ci sont assises à l'iranienne sur le tapis persan, sous une petite cheminée qui est le seul ornement de la pièce. À la place des portraits de famille, aujourd'hui une immense photo du plus illustre de leurs parents qui a pris toute la place. Elles se diront trop tristes pour nous accorder quelques mots. Seuls les pleurs ou les slogans semblent correspondre à la dignité du deuil chiite. La dernière demeure de l'imam Khomeini, identique à celle de millions d'Iraniens, est en passe de devenir un lieu de culte.
s'y dirigent depuis ce matin par des ruelles étroites, des fils ininterrompus des plus fidèles soutiens du régime. Les Bassidj, par exemple, les volontaires, qui, avec les gardiens de la Révolution, ont constitué le fer de lance de la guerre contre l'Irak. Suivront d'autres défilés avec, par exemple, encore des femmes, souvent les sœurs, les épouses ou les mères des volontaires, catégorie que le régime a toujours voulu choyer. J'ajoute à propos de l'Iran que malgré les menaces persistantes sur l'écrivain britannique Salman Rushdie, son livre « Les versets sataniques » sortira bien en France. Des associations musulmanes réclamaient son interdiction. Elles ont été déboutées en justice dans leur action contre les éditions Christian Bourgois. La Chine, deux faits majeurs ce jeudi. La réapparition du Premier ministre Li Peng et une possible intervention de l'armée dans le quartier des universités. Nous allons y revenir. Mais priorité au reportage. Nos envoyés spéciaux à Pékin, Bruno Ledreff, Christian Hirou et Bruno Carrette, ont profité d'une relative accalmie pour circuler dans la capitale chinoise. Voici ce qu'ils ont vu. Tendez bien l'oreille, la liaison n'est pas toujours parfaite. Pour la première fois depuis qu'ils ont pénétré dans Pékin, les soldats parcourent la ville à pied. Sous leur contrôle, la milice nettoie les rues dévastées par 3 jours d'affrontements. Hier encore, la troupe ne se déplaçait pas sans la protection de blindés. Aujourd'hui, l'ordre nouveau s'installe. Regardez les rares cyclistes qui osent s'aventurer dehors. Pas un regard pour les soldats. Hier encore, ils se seraient arrêtés, les auraient interpellés, critiqués, injuriés. Aujourd'hui, Pékin doit subir l'occupation. Mais la vie n'a pas repris. La population observe toujours la grève générale. Voici la grande artère commerçante de Pékin, déserte, comme la plupart des rues de la ville. Impossible, depuis 3 jours, de se procurer de l'essence qui était déjà rationnée. Seuls peuvent circuler ceux qui ont fait quelques réserves. Dans les universités pratiquement vides, la plupart des étudiants effrayés se sont réfugiés en province. Ceux qui restent diffusent des témoignages sur la dernière nuit de Tiananmen. On écoute, recueilli. L'un de ceux qui l'a vécu accepte de nous raconter. Visage caché, la loi martiale lui interdit d'être filmé ou interviewé. Nous avions un accord avec l'armée. Nous devions quitter la place à 5 heures, mais les chars ont avancé avant l'heure prévue. Ils ont écrasé les tentes qui se trouvaient autour de la statue. À l'intérieur, il y avait des étudiants malades, fatigués, qui dormaient. Ils avaient confiance. C'étaient des provinciaux. Lorsque nous sommes enfuis, les blindés nous ont poursuivis. Nous sommes sauvés, mais j'ai vu 2 filles qui n'ont pas réussi à s'échapper. Elles ont tenté d'éviter un char, mais il les a écrasées. La télévision chinoise présente une autre version. Régulièrement, elle diffuse ces images filmées par les caméras de surveillance de la police. Commentaire du journaliste chinois: un camion tombe en panne, les bandits contre-révolutionnaires, c'est désormais le terme officiel, lapide le chauffeur. C'est l'heure de la reprise en main idéologique. Il faut maintenant justifier l'intervention militaire. On voit toujours les mêmes images. La population attaquer l'armée, les soldats blessés à l'hôpital. Jamais la troupe tirée, comme si la sanglante répression de Tiananmen n'avait pas existé. Li Peng, le Premier ministre, est donc réapparu à la télévision. C'était la première fois qu'on le voyait depuis la répression sanglante qui a fait, je vous le rappelle, des milliers de morts. Avec cette phrase terrible de Li Peng à l'adresse des militaires responsables de la répression: « Camarades, vous avez fait un dur travail, j'espère que vous continuerez ». Alors tout de suite, nous allons retrouver, comme chaque soir, au téléphone et en direct, notre envoyé spécial à Pékin, l'un de nos envoyés spéciaux, Bruno Ledreff. Bruno, je parlais tout à l'heure d'une possible intervention de l'armée dans les universités. Est-ce que vous avez des éléments d'information nouveaux ? Oui, Hervé, en fait, c'est par des messages diffusés par haut-parleurs dans le quartier de Haïdan, le quartier universitaire de Pékin, que l'on vient d'apprendre il y a environ une demi-heure que l'armée s'apprêterait donc à pénétrer dans au moins 3 universités de la ville, en particulier dans celle de Beda, qui est l'une des plus prestigieuses de la Chine, mais qui est surtout l'un des hauts lieux du mouvement étudiant depuis maintenant 5 semaines. Les messages diffusés donc par haut-parleurs avertissent la population que la troupe va investir les campus et conseillent aux habitants de Pékin de rester chez eux pour éviter tout accident.
Cette intervention est pour moi un peu une surprise dans la mesure où l'atmosphère semblait plus calme depuis 24 heures. Mais il est vrai que la plupart des étudiants que j'ai rencontrés s'attendaient à une telle éventualité. Ils ont d'ailleurs pour la plupart fui les campus, officiellement, disait-il, pour faire savoir en province ce qui s'est passé à Pékin. En fait, d'après ce que j'ai pu voir, par crainte d'une nouvelle répression, et il semblerait bien cette nuit à Pékin qu'ils aient eu raison. Cette intervention est tout de même, je vous le disais donc, une surprise dans la mesure où la situation semblait plus calme depuis 24 heures, mais la réapparition de Li Peng, le Premier ministre, dont vous parliez il y a un instant, on l'a vu à la télévision en costume Mao, souriant, très sûr de lui, visiter les troupes qui ont participé à l'écrasement des étudiants à Tiananmen. La réapparition de Li Peng, que l'on n'avait donc pas vu en public depuis le 30 mai, montrait déjà que les durs, dont le Premier ministre chinois est le chef de file, tiennent désormais le pouvoir bien en main. En un mot, Bruno, c'est encore calme ce soir à Pékin, cette nuit? Eh bien, écoutez, dans le quartier où je me trouve, c'est très très calme. L'armée contrôle, pour l'instant, me semble-t-il, définitivement la situation à Pékin. Et si elle intervient dans les universités, c'est qu'elle se sent très très forte et que le gouvernement chinois se sent lui aussi très fort. Merci Bruno, et nous vous retrouvons bien sûr comme d'habitude dans nos prochaines éditions. Inquiétude à Hong Kong, l'enclave britannique qui se trouve aux portes de la Chine s'inquiète des troubles. Le gouverneur de Hong Kong était reçu ce matin en Grande-Bretagne par le Premier ministre britannique, Madame Margaret Thatcher. C'était à Londres, voici la poignée de main entre le Premier ministre britannique, Madame Thatcher, et le gouverneur de Hong Kong. Il faut savoir que Hong Kong est une possession britannique, mais qu'en 1997, c'est-à-dire très prochainement, le territoire reviendra à la Chine en vertu d'accords récents. Enquête à Hong Kong de nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert, Dominique Merlin. Ironie de l'histoire, à Hong Kong, on célèbre aujourd'hui la journée du dragon en souvenir de ce Premier ministre chinois qui se jeta à l'eau et s'y noya volontairement pour protester contre la corruption de son empereur. Rue désertée d'un jour férié, mais où chaque carrefour rappelle par des banderoles, des drapeaux noirs, les massacres de Pékin. Devant l'agence de presse officielle chinoise, des jeunes pleurent devant les couronnes mortuaires disposées ici en signe de défi. Des imageries aussi douloureuses que des photos. Inclinez-vous devant les martyrs, supplie ce jeune homme tout au long de la journée. Si je suis aussi déprimé, ce n'est pas parce que je pense qu'en 1997, Hong Kong reviendra à la Chine. C'est parce que nos compatriotes ont été traités si brutalement et si injustement. Non, actuellement, je pense peu à 1997. Je pleure mes amis chinois, mes camarades morts d'une manière si absurde. Je ne pense pas que je puisse faire quelque chose, mais je suis très en colère. Au plus profond de mon cœur. Je suis très triste pour tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants. Je me sens des leurs. Mais au-delà de l'émotion et de l'angoisse suscitée à Hong Kong par les massacres chinois, demain sera une journée clé sur le plan économique. La bourse de Hong Kong a chuté de près de 34% depuis le début de la loi martiale à Pékin, un véritable cataclysme pour l'une des places financières les plus importantes du monde. Et il n'y a pas qu'à Hong Kong où l'on s'inquiète. La Chine à la dérive et c'est toute l'Asie qui s'affole. Les Japonais, par exemple, redoutent beaucoup la persistance des soubresauts chinois. Notre envoyée spéciale à Tokyo, Isabelle Bechler, a pu le constater. Isabelle. Avion spécialement affrété, consigne de retour d'urgence, retraite en débandade. L'ambassade du Japon à Pékin rapatrie tant bien que mal la plupart des 8000 Japonais qui vivent en Chine. Ce matin, le siège de l'entreprise nous a donné l'ordre de rentrer d'urgence et j'ai dû laisser mon mari derrière moi. Un de mes collègues a été isolé quelque part. On a perdu toute trace et tout contact avec lui. L'angoisse des familles qui rentrent de Pékin et les efforts que font les entreprises pour rapatrier leur personnel sont les troubles visibles qui inquiètent les Japonais. À la bourse de Tokyo, en revanche, influence feutrée de ce début de guerre civile chinoise. Contrairement à la bourse de Hong Kong qui a plongé lundi, les tirs des blindés chinois n'ont pas d'écho à Kabuto-cho.
Pas de grosse réaction, même sur les sociétés qui avaient pris des risques en investissant en Chine depuis les années 80. Les sociétés de commerce, la métallurgie et les sociétés de produits électriques vont exporter moins. Toutefois, les plus grandes entreprises prudentes n'en souffriront pas car elles n'ont pas mis trop d'œufs dans le panier chinois. C'est le cas de Toshiba qui fait 6% de son chiffre d'affaires avec la Chine. Inquiétude, mais répercussions limitées. Le Japon a décidé de renforcer son aide à la Chine en augmentant ses investissements. Dans cet esprit, chez nous, à Toshiba, nous avions donné une meilleure place à la Chine dans notre stratégie mondiale jusqu'à ce que les événements viennent tout compromettre. Bien sûr, si l'instabilité se poursuit, nous serons obligés de réviser tous nos engagements à la baisse. Ce serait bien regrettable. Les 90 employés de Toshiba résidant en Chine ont été rapatriés. Le bain de sang de Pékin a mis un coup d'arrêt à la construction de 2 usines qui devaient employer plusieurs milliers de Chinois. Beaucoup d'autres projets japonais sont en souffrance de la même manière. Dans les sociétés japonaises, on regrette que la Chine rate aujourd'hui une chance de développement. En France, Madame Consboudboul inculpée et écrouée. La mère de Dari Boudboul, la femme jockey, défraye de nouveau la chronique. Cette fois, ce n'est pas à propos de l'assassinat de son gendre, c'est pour un autre assassinat au Havre. Décidément, la mystérieuse Elisabeth Consboudboul revient sous les projecteurs. La France entière l'avait découverte quand elle avait accepté de parler à la télévision, juste après le meurtre de son gendre, Jacques Perrot, en décembre 1985. Henri Bodiguel. Inculpé dès le milieu de la matinée de complicité d'homicide volontaire, il semblerait que Marie-Elisabeth Consboudboul ait choisi pour système de défense de nier systématiquement toutes les accusations formulées contre elle. Une détermination dont elle avait déjà fait preuve lors de l'assassinat de son gendre, l'avocat Jacques Perrot, il y a 4 ans maintenant. Pour ça, je ne parlerai plus maintenant. Même quitte à devoir passer 20 ans de ma vie à fleurer mes registres, je serai à l'abri au moins, mais je ne parlerai pas. Le juge Beaulier a-t-il voulu faire pression sur Marie-Elisabeth Consboudboul en l'inculpant de complicité d'homicide volontaire? Il reste à savoir si les éléments dont dispose le juge sont précisément assez solides pour justifier sa décision. Des documents retrouvés au domicile de la victime Bruno Dassac tendraient, en tous les cas, à prouver que la mère de la femme jockey, Dari Boudboul, entretenait des relations suivies avec le représentant de commerce assassiné. L'audition hier de 2 témoins, un agent d'assurance d'Annecy et une commerçante de Paris, tendrait également à le démontrer, bien que Madame Consboudboul prétende ne pas connaître cette commerçante. J'ai laissé rentrer en tant que cliente, je la trouvais sympathique, c'est tout. Ça aurait été une autre cliente, ça aurait été exactement pareil. Et puis, le juge Beaulier aurait également découvert 2 importantes sorties de fonds sur les comptes bancaires suisses de Madame Consboudboul. L'un peu avant la mort de l'avocat Jacques Perrot, le mari de sa fille, et l'autre peu avant la mort de Bruno Dassac. Quant à l'avocat, maître Jacques Dreyfus, il comprend mal, lui, la décision du juge du Havre. Je considère, moi, pour ma part, qu'on essaye de faire un amalgame entre 2 affaires dont on n'arrive pas à tirer les solutions et que ma cliente est dans une certaine mesure victime d'une prise d'otage judiciaire. Toujours est-il qu'après avoir passé 2 nuits en garde à vue à l'hôtel de police, c'est désormais à la prison de Rouen, au quartier des femmes, que Marie-Elisabeth Consboudboul passera les nuits suivantes. Le prix des automobiles en question, le ministre des Finances ne veut pas que ce prix augmente. Alors il surveille bien sûr de près son indice des prix et c'est pourquoi il s'inquiète de l'augmentation du prix des automobiles. Et il a dit tout cela à Jacques Calvet et à Raymond Lévy qui sont respectivement les PDG de Peugeot et de Renault. Alors Philippe Sassier, c'est vrai que la crainte du ministre et de beaucoup d'autres, c'est le retour de l'inflation. Oui, parce que les 2 grands piliers de la politique de Pierre Bérégovoy, c'est un franc fort et la poursuite de la désinflation. Or, depuis le début de l'année, c'est vrai, il y a un dérapage des prix, mais il n'y a pas retour de l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, le mauvais indice du mois d'avril, 0,6%, est dû en grande partie au pétrole et sur un an, en dehors du pétrole, les prix continuent de se ralentir. On espère que tout va rentrer dans l'ordre, on attend un meilleur indice pour le mois de mai, on parle de 0,4%, peut-être de 0,3%. Et puis pour la rentrée, bien, le gouvernement prépare une série de mesures, peut-être des baisses de TVA, notamment sur l'automobile. Alors, ce que veut éviter à tout prix Pierre Bérégovoy, c'est ce que l'on appelle des anticipations, c'est-à-dire des commerçants, des industriels, des hommes de service qui donnent un petit coup de pouce aux étiquettes parce qu'ils voient les prix déraper et qu'ils essayent de prendre leurs précautions. Et puis, il veut éviter également une flambée de revendication des salaires qui, là, ferait craquer ce cercle vertueux dans lequel est entrée l'économie française. C'est la raison pour laquelle
Pierre Bérégovoy, le libéral, eh bien, a couru le risque cet après-midi de manier un langage pas tellement libéral devant M. Calvet et M. Lévy, les deux PDG de Renault et de Peugeot, qui ont de très bonnes raisons d'augmenter leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent pour investir et se désendetter. Mais Pierre Bérégovoy, lui, ne veut absolument pas que l'inflation revienne. C'est la raison pour laquelle ils les avaient convoqués aujourd'hui. Merci Philippe. Le président François Mitterrand en visite au Salon du Bourget, c'était ce matin. Le président de la République, accompagné du ministre de la Défense, s'est rendu donc au salon qui, je vous le rappelle, se tient du 9 au 18 juin. Le président a assisté à une présentation en vol des principales réalisations aéronautiques françaises, civiles et militaires. Monsieur Mitterrand était parti lorsque le MiG-29 soviétique s'est écrasé au milieu d'après-midi. Voyons maintenant d'autres informations importantes de l'actualité de ce jeudi, à commencer par cette rencontre à Paris entre Felipe González, le Premier ministre espagnol, et le président Mitterrand. Il s'agissait de préparer le sommet européen de Madrid. Isabelle de Lyon. Séance de travail à l'Elysée, thème l'Europe. Felipe González et François Mitterrand veulent agir ensemble lors du prochain Conseil européen de Madrid pour faire avancer l'Europe des 12. Selon le Premier ministre espagnol, il faut se mettre d'accord sur une procédure pour aller jusqu'au bout de l'union monétaire. C'est la condition du succès. 5 milliards de roubles, soit un peu plus de 50 milliards de francs, c'est ce qu'a coûté chaque année, pendant 10 ans, l'intervention militaire soviétique en Afghanistan. Ce chiffre secret jusqu'alors a été révélé par Nikolai Ryzhkov. Monsieur Ryzhkov, désigné hier comme Premier ministre par le Soviet suprême, a été élu à ce poste à une écrasante majorité par le Congrès des députés du peuple. Il avait présenté hier son programme, accélérer le développement de l'économie pour mieux répondre aux besoins de la population et réduire les dépenses militaires. Jour de soleil, jour de fête à Stockholm pour l'arrivée du pape en Suède, dernière étape d'un périple nordique. Messe devant plus de 15 000 personnes, Jean-Paul II a rendu hommage aux initiatives de la Suède en faveur de la paix et de la tolérance. Hommage à un peuple accueillant envers les immigrés et qui, selon le pape, montre qu'il est possible de vivre et travailler ensemble. À l'Assemblée, discussion sur la loi d'orientation sur l'enseignement, bien sûr. Discussion suite, car elle avait commencé dès hier. Peu de passion sur un thème qui pourtant a mobilisé les énergies en un autre temps. Lionel Jospin, le ministre de l'Éducation, cherche apparemment le consensus, avec une idée neuve dans cette loi d'orientation, entre autres, la participation des parents à la vie et au travail du lycée. C'est une idée qui est déjà en application dans certains collèges, par exemple à Grenoble. Serge Misseret et Daniel Lévy s'y sont rendus. Reportage. Le collège, c'est quoi pour vous? Du jamais vu. Parents et enseignants, côte à côte sur les bancs de l'école. Dans ce collège, ils apprennent ensemble à aider les élèves, chacun à sa place. Aux enseignants, le travail pédagogique. Aux parents, un contrôle et un soutien rigoureux du travail scolaire. Pour moi, la glace a été rompue avec les professeurs. Et ils font un métier difficile. Ils sont sympas, les parents? Oui. Oui. Si, je pense que quand on les voit dans des réunions comme celle qu'on a organisée, ça devient forcément sympathique. Suivre le travail scolaire, interpréter sa finalité, connaître les notations des professeurs, les niveaux des classes, autant de notions que les parents ont acquises au cours de ce stage et dont ils reconnaissent aujourd'hui la valeur. On a une certaine image de notre enfant et bon on en reste là, quoi. Et le fait justement de ces rapports avec les professeurs, il y a certaines choses de nos enfants qu'on ne connaît pas. Comment percevez-vous vos élèves maintenant? Disons que ce ne sont plus des élèves dans la classe. Et pour eux, ils viennent avec tout un contexte familial, avec leurs problèmes, on les comprend beaucoup mieux. On vous a appris quoi exactement alors? Comment aider l'enfant à travailler à la maison, de quelle manière s'y prendre. On nous a donné des feuilles polycopiées en nous expliquant en telle matière comment il fallait apprendre une leçon, comment la retenir, comment l'aider à travailler à la maison, parce que le gros problème, c'était souvent les enfants ne travaillaient pas à la maison. Les plus grands bénéficiaires de cette formation commune sont bien évidemment les élèves, même si parfois cette connivence les dérange quelque peu. On sait vraiment que les parents, ils savent notre travail, quoi, donc on ne peut pas tricher. Dans cette banlieue, 60% d'immigrés, le principal, Salvatore Riglio, fils de Sicilien, est l'artisan de cette initiative. Avant, l'échec scolaire était très important dans ce collège. Aujourd'hui, la tendance est complètement inversée.
Le congrès de Montréal sur le sida, chaque année, les savants du monde entier se réunissent maintenant pour faire le point sur cette terrible maladie. Ils sont plus d'1 millier cette fois à Montréal, toute la semaine. On a surtout parlé bilan, que ce soit pour le nombre de malades ou pour le résultat des traitements. Mais il n'y a pas eu, malheureusement, de grandes nouveautés pour trouver des solutions. À noter que dans ce congrès, l'influence importante des Français se fait sentir, qu'ils soient chercheurs ou médecins. Daniel Vigou. Ce président d'une des réunions scientifiques les plus pointues du Congrès de Montréal, c'est un Français. Jean-Claude Sherman, un des chercheurs qui a identifié le virus du sida. En fait, à Montréal, on a compté 600 chercheurs français, 2 fois plus que l'an dernier à Stockholm. Une véritable offensive scientifique face à celle des Américains. 6 ans après la découverte du virus, dans le comité d'organisation, dans le comité du programme, il y avait autant de Français que d'Américains. Donc vous voyez que nous méritons notre place ici. Mais maintenant, quand on regarde tout ce qui se passe, le nombre de chercheurs, le nombre de participants, on s'aperçoit que si le nombre de Français ou le nombre d'équipes a augmenté également, par rapport à ici, nous allons vite être noyés si nous ne sommes pas aidés un peu plus fort. De son côté, Claude Évin préside une séance plénière. C'est l'offensive politique d'une France présente et unie, un congrès où les enjeux scientifiques et humains sont de plus en plus considérables. Offensive avec un stand de 150 mètres carrés au cœur même du Palais des Congrès, où les industriels français, les associations, les pouvoirs publics ont pu démontrer les efforts de la France dans la lutte contre le sida. Il faut que les chercheurs se battent pour pouvoir obtenir un traitement, pour pouvoir trouver. Mais tant que les chercheurs n'ont pas trouvé, c'est une réponse globale qu'il nous faut avoir. C'est une réponse avec les associations de malades, c'est une réponse avec les associations qui font du soin, c'est une réponse avec notre système de santé, c'est une réponse qui mobilise tout le monde. Et ça, je crois que c'est ce qui caractérise la lutte que la France mène sur la scène internationale. Reste que la France n'a pas réussi à 100% et de loin son offensive face à la suprématie américaine. Ainsi, à Montréal, dans cette ville symbole qui se bat pour imposer le bilinguisme, la quasi-totalité des interventions orales et écrites se sont faites en anglais. Certes, le français n'aurait rien changé au débat scientifique, mais ça aurait été l'expression d'une autre culture. Tennis, force est restée à la loi, ou plutôt victoire est revenue à la force. Il s'agissait des demi-finales dames aujourd'hui, et en tout cas dans la première demi-finale du simple dame, effectivement, la victoire est revenue à la force, puisque Steffi Graf, comme prévu, Jean Mamère, est venu à bout de la jeune et prometteuse Monica Seles. Effectivement, on était un peu frustré, je dirais, Hervé, parce que d'abord, on n'a assisté qu'à une seule belle demi-finale, et que celle, la belle à laquelle on a assisté, c'est-à-dire entre Monica Seles et Steffi Graf, eh bien, on a eu l'impression que c'était la finale de Roland-Garros avant l'heure. Il est vrai que Monica Seles, c'est la plus jeune joueuse de ce tournoi et la révélation de 1989, et puis Steffi Graf, eh bien, c'est la tenante du titre, mais elle a cet après-midi tremblé sur son piédestal. Les photographes d'ailleurs ne s'y étaient pas trompés et ils n'avaient Dieu que pour elle, Monica Seles, la nouvelle vedette du tennis. Quant à la reine Steffi, elle pestait contre elle-même au point de se demander où était passé son tennis à un moment de l'après-midi. Il est vrai qu'après avoir remporté le premier set, Steffi Graf a connu une période trouble dans le deuxième, débordée par les accélérations de Monica Seles. Elle a même par moments pris une petite leçon de tennis. Mais le principe des grandes championnes est de se ressaisir au bon moment, ce qu'a fort bien fait Steffi Graf dans le troisième set. Après 1h30 de jeu, Monica Seles a bien du mal à soutenir le rythme alors très élevé. Elle craque au milieu du troisième, mais Seles aujourd'hui a fait trembler la reine et prouvé que demain, elle peut très bien la renverser. Alors Jean, déçu un peu par la deuxième demi-finale? Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de match, je dirais, entre Arantxa Sanchez, l'Espagnole, et Marijo Fernandez. Marijo Fernandez, dont on attendait mieux, elle avait éliminé Sabatini en huitième de finale. Mais aujourd'hui, on peut dire que Marijo Fernandez n'a été que l'ombre d'elle-même. Alors peut-être a-t-elle été impressionnée par la masse physique particulièrement musclée d'Arantxa Sanchez. Une vraie joueuse de terre battue, cette Espagnole, avec un grand jeu de jambes et une forme qui lui permet de se sortir de presque toutes les situations, la preuve. Fernandez, la malheureuse, n'en revient pas. Alors ça a donné un match expéditif et sans problème pour Arantxa Sanchez, tête de série numéro 7, mais qui crée tout de même, reconnaissons-le, une certaine surprise par son accession à cette finale de Roland-Garros 1989. Mais il ne devrait pas y avoir de finale. On met quand même super favori Steffi Graf. Et puis, dernière question, Jean. Le petit Vinogradsky, j'ai envie de dire. Il y aura un Français. Il y aura un Français en finale de Roland-Garros. Effectivement, Eric Vinogradsky qui s'est qualifié avec l'Iranien Mansour Barani, sont qualifiés pour la finale en 3-7.
7-0. Ils seront opposés à la paire américaine Crabb-McEnroe. Qui c'est celui-là? Pas John, Pat le frère. Bien sûr, Patrick McEnroe. Merci Jean. Dans le Tour d'Italie, cycliste, c'était la 19e étape. Fignon a un petit peu rassuré ses supporters. Vous savez que hier, dans l'étape contre la montre, il avait perdu du terrain. Eh bien non, cette fois il a tenu le coup. Fignon, maillot rose toujours, donc c'est le Danois Skiby, vous allez le voir sur ces images, qui gagne l'étape au sprint devant 3 autres compagnons d'échappée. Il n'y a donc pas de changement au classement général et à quelques jours de l'arrivée, Fignon est un petit peu rassuré et pourrait bien remporter ce Tour d'Italie. Le théâtre pour terminer avec une pièce au titre appétissant. Cela s'appelle Lapin chasseur. C'est à Chaillot, c'est la dernière création de Jérôme Deschamps. L'idée, c'est un restaurant vu des deux côtés, côté salle et côté cuisine. Alors on voit 2 fois le même spectacle, de 2 points de vue différents. Hervé Brusini et Bernard Puissesseau, par l'odeur léchée, sont entrés dans ce théâtre. Voici le chef du restaurant Lapin chasseur. Vous l'aurez remarqué, nous sommes ici côté salle, et côté salle, ça balance, ça balance. Le gâte sauce du restaurant. Et celui-ci, c'est un mitron, d'un genre un peu particulier. Cela, c'était pour le côté cuisine, car à chaque bout de ce spectacle, il y a 2 côtés, avec 2 groupes de spectateurs qui suivent la même représentation sous 2 angles différents. Alors à l'entracte, forcément, ils changent de place pour voir ce qu'ils n'ont pas encore vu. Enfin, le metteur en scène nous a aidé à mieux comprendre cette double mécanique. Je comprends, je crois comprendre. Et par exemple, demain, ça continue, le spectacle continue. Ah ben, on va y arriver, oui. Je vous remercie pour toutes vos explications. Voilà, il y avait un tiercé aujourd'hui. Alors tout de suite, je vous donne les résultats. 4, 5, 1. Je vous laisse lire les rapports, vous le faites mieux que moi. Et puis non, plutôt le quartet, bien sûr, c'est 4, 5, As. Et le 3, je vous laisse lire encore les rapports. Il y a une météo, c'est tout de suite, ce sera avec Laurent Cabrol qui promet une amélioration. Normalement, il ne devrait pas pleuvoir à Roland-Garros. La dernière édition, Henri Sagnier vers 23h30. Et puis demain, 6h30, Télématin comme chaque jour. Télématin qui, demain, comme chaque vendredi, poursuit son tour d'Europe. Roger Zabel, bonsoir Roger. Roger Zabel aura pour inviter cette fois une famille espagnole de Barcelone. Excellente soirée, à demain, 20h.